Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me faire confiance une nouvelle fois. Je suis très heureux de participer à ces rencontres pour la 7e fois. Alors, on va déroger un peu à la règle, à la demande des organisateurs, parce qu'il se trouve que j'ai été pendant 4 ans expert auprès de la Commission européenne. Le sujet qui a été posé, c'est la délégation des tâches en Europe et au Québec. Vous notez d'ailleurs au passage que quand on parle de clés de coopération entre les professionnels, on revient à la délégation de tâches. Ce n'est pas totalement étrange, puisque quand on regarde sur le site du ministère et qu'on tape coopération de santé, on voit que le chapitre est la coopération de santé, c'est la délégation de tâches. Je fais court, mais voilà. Alors juste un mot d'introduction sur la vision qu'avait la Commission européenne quand elle a confié à un panel d'experts dans lequel je représentais la France cette mission de réfléchir sur les coopérations entre professionnels et les délégations de tâches. 3 idées simples. D'abord, énormément de tâches peuvent être déléguées, peuvent être assumées par des soignants en provenance à la demande des médecins. Des tâches de soins peuvent être transférées des médecins aux soignants, des médecins aux patients, des médecins aux aidants et des médecins aux machines aussi. Je parle sous le contrôle du chirurgien qui est là. Simplement, quand le groupe d'experts a travaillé sur le sujet, il a attiré l'attention de la Commission qu'avant de légiférer dans le domaine, vous savez que la santé n'est pas une compétence de l'Europe, mais une compétence, Paul l'a dit tout à l'heure, mais une compétence des États, ça reste une compétence des États. La Commission s'est gardée d'aller plus loin, d'autant que le groupe d'experts lui a bien signifié un point, c'est que les médecins ont quand même 2 qualités particulières, c'est qu'ils sont les seuls aptes à définir les stratégies thérapeutiques d'ensemble pour leurs patients, et que deuxièmement, ce sont les seuls à avoir le privilège de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Donc c'est des éléments qui rendent les transferts de responsabilité extrêmement complexes. Ça, c'était la première chose. Donc le groupe attirait l'attention sur la nécessaire prudence. Deuxième chose, lorsque les coopérations marchent, souvent de façon informelle, des preuves établies par la littérature scientifique montrent que cette coopération apporte un plus pour le patient, et notamment dans des domaines comme l'éducation thérapeutique, dans des domaines comme la prévention, comme la promotion de la santé en général. Et le bénéfice pour le patient d'une coopération entre des médecins, des soignants et des professionnels est plutôt favorable. Le bénéfice est très fort. Enfin, troisième élément de cette étude, c'est que les résultats dépendent souvent du contexte des équipes et que passer à l'échelle en matière de coopération, c'est extrêmement complexe. On ne peut pas décliner un modèle opérant dans tel ou tel pays, dans telle ou telle organisation, et le dupliquer à grande échelle de façon, je dirais, un peu mécanique. Donc voilà les 3 conditions, les 3 conclusions qui ont fait que la Commission ayant été éclairée a adopté une position de prudence sur ce sujet des coopérations interprofessionnelles. Alors, là, je me tourne, une fois qu'on a brossé ce tableau d'Europe, je vous propose qu'on fasse un petit état des lieux sur ces coopérations. Je vais poser 2 questions dans un premier temps. D'une part à Philippe. Alors, on est des vieux complices parce qu'on se connaît depuis 83, donc ça remonte à quelques années quand même. Il était à l'époque président de l'ISNI et c'était quelqu'un de... Là, aujourd'hui, il est très calme. À l'époque, il était très rentre-dedans. Je ne sais pas ce que je vais dire. Non, mais je pressens que tu vas dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je te tends la perche en premier. De quoi parle-t-on? Comment définirais-tu ce sujet des coopérations interprofessionnelles? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui marche bien quand c'est informel? Les coopérations dans une équipe de chirurgiens, chirurgie, ça marche. Enfin, chez les radiologues, ça marche. Les coopérations intuitive, informelle marche bien. En revanche, dès lors qu'on veut protocoliser un peu les choses, dès lors qu'on veut formaliser un peu les coopérations, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est très compliqué? On voit que le système français de coopération institutionnelle est quand même très difficile à mettre en œuvre. Comment tu vois les choses? Comment je vois les choses? C'est que c'est plein de contradictions. C'est effectivement dans la vraie vie. Il y a de vraies coopérations au sens des responsabilités partagées. Bien que, plus le temps passe, plus je m'interroge sur c'est quoi aujourd'hui la vraie notion d'équipe. Parce que pour qu'il y ait coopération, il faut qu'il y ait une notion d'équipe. S'il n'y a pas de notion d'équipe, ça ne marche pas. Et quand on regarde aujourd'hui un peu les travaux sociologiques et qu'on voit combien
il y a des relations tendues. Enfin, je ne sais pas si vous avez demandé à des internes de demander qu'est-ce qu'ils pensent des infirmières qu'est-ce qu'ils pensent des internes, etc. Enfin, je veux dire, la notion de ce qu'on a connu d'équipe est une vraie interrogation parce qu'il ne peut pas y avoir, à mon avis, de coopération et de délégation s'il n'y a pas une vraie logique d'équipe. Alors, je suis caricatural en disant, en disant que ça ne va pas bien, mais on a une vraie réflexion à se poser. Pourquoi, en termes de sociologie, il y a à l'heure actuelle une perte de façon très forte du sens de la notion d'équipe dans la grande majorité des établissements. Il y a des endroits qui marchent très bien, mais c'est une tendance. Et probablement que notre mode d'organisation, qui est devenu quand même extrêmement une mode d'organisation taylorien, plus des revendications des uns et des autres, peut expliquer cela, mais ce n'est pas la seule explication. Alors, est-ce qu'il y a, tu parlais des délégations, oui, on fait des délégations. Ensuite, il y a les délégations dans la vraie vie, parce que voilà, je suis chirurgien à Garches, ça fait longtemps que les infirmières s'occupent des escarres. Bon. Ce qui me frappe dans ce sujet de la délégation, c'est trois choses. La première, c'est que pour que ça marche, et les endroits où ça marche, qu'ils soient officiels ou pas officiels, il faut que ça ait du sens. S'il n'y a pas de sens, ça ne marche pas. Et le sens, c'est parce que ça apporte d'abord quelque chose pour le patient, parce qu'on se retrouve toujours autour du patient, et que deuxièmement, ça permet à tout le monde de grandir. Tout le monde de grandir. Ça redonne du temps. Si on redonne du temps, on dit redonner du temps, ce n'est pas une finalité, c'est redonner du temps parce que ça te permet de refaire d'autres choses et de grandir. Le médecin se permet de grandir. Première remarque. Donc je pense qu'il faut vraiment donner du sens. Ensuite, la deuxième remarque, c'est que je trouve qu'il faut arrêter de penser que ces délégations soient uniquement les docteurs aux infirmières. Mais quid des infirmières et des aides-soignants? Je ne sais pas si vous avez regardé dans les 51 protocoles, il y en a un, et uniquement sur la facilité, la défécation, la gestion du fécalome par les aides-soignantes. Point barre. Mais vous voyez des pans entiers. Tous les autres, c'est délégants délégués. Donc, il y a voilà. Et pourquoi? Parce que ce qui me frappe, et regardez ce qui se passe avec les infirmières de pratique avancée, c'est parce qu'on est dans des logiques de corporatisme dues à un certain nombre de raisons, dont des raisons en particulier de mode de rémunération, qui fait qu'on est dans nos précarés, on a nos petits business. Et quand je vois que la moitié des infirmières de pratique avancée sont quasiment en burn-out, je discutais avec la présidente et la numéro 2 d'une des grosses assos qui dit « nous on arrête, c'est pas possible », on se dit mais on marche sur la tête quand je vois les collègues qui réagissent avec une telle violence, en tout cas certains. Donc on se dit mais c'est pas possible, on peut pas continuer dans un système avec une telle déviance. Et la troisième remarque, c'est qu'effectivement aujourd'hui, pour avoir une vraie logique de coopération, même si je trouve que ça s'est beaucoup amélioré depuis l'ancien article 51, ça reste d'un système complexe. Ça reste un système complexe, avec toujours le sentiment qu'on ne fait pas confiance à la logique du terrain. Et donc ça pose la question qu'on voit, j'en ai posé plusieurs sujets encore récemment, quand on voit qu'on remonte, et plus on remonte, plus on a des décisions qui font que les gens sont dans leur posture corporatiste. J'ai défendu des syndicats, je vois bien notre travers à certains moments. Et donc on a vraiment à se réinterroger, je pense qu'on a une question de fond, mais qui doit repartir sur cette logique du territoire, de cette logique de la notion d'équipe, et de se dire comment, à ce moment-là, on est en train de capable de travailler. Pour moi, un espoir, c'est ce qui se passe dans certains de ces TPS. Un espoir, c'est ce qui se passe éventuellement en ophtalmo. On a des zones d'éclairage qui nous permettent de dire, oui, on pourrait faire plus intelligemment. Merci Philippe, on voit que tu n'as pas perdu ta passion. Hébert, vous qui avez... l'intérêt des rencontres de Nice, c'est de donner des éclairages un peu européens, et puis le Québec nous éclaire souvent. Alors, comment vous avez pris ce problème? Comment vous réagissez aux propos de Philippe? Et comment vous avez traité cette question des coopérations interprofessionnelles au Québec? Ça nous intéresse beaucoup. Alors bonjour, merci de cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. Je suis tellement heureux que je vais rester jusqu'au mois de juin dans le cadre d'une année sabbatique que je passerai à Nice, ici même. Alors, comme Luc, je suis un peu... c'est la première fois que je suis dans un groupe comme celui-ci. Alors, on a un peu perdu nos habiletés sociales, là. Alors, pour moi, c'est un choc. Alors, comment je réagis? Je réagis en disant, il y a des obstacles à la collaboration. Je vais utiliser ce mot-là, même si il est chargé ici en France. La collaboration interprofessionnelle. Le premier, vous l'avez mentionné, Philippe, c'est le corporatisme. Et le corporatisme découle du cadre légal, du cadre réglementaire. Et il faut que ce cadre légal puisse aller au-delà de la délégation. Il faut que le cadre légal puisse reconnaître les compétences respectives de chacun des professionnels. Et c'est le travail qui a été fait il y a une vingtaine d'années au Québec
suite à 2 années de consultation de tous les ordres professionnels, il y a eu une revision en profondeur de la loi sur les ordres professionnels qui a complètement revisé les compétences de chacune des professions et qui a restreint de façon importante les compétences exclusives. Vous parliez tout à l'heure du plan thérapeutique et de l'atteinte à l'intégrité physique qui sont réservées encore en France aux médecins. Bien, ce n'est plus le cas. Le médecin, sa compétence exclusive, c'est le diagnostic médical. Et donc, les compétences exclusives doivent donc être restreintes au profit des compétences partagées. Parce que sinon, on tombe dans un corporatisme ou on tombe dans une logique de délégation qui, à mon avis, n'est pas une logique qui permet vraiment une collaboration. Deuxième obstacle, le paternalisme médical, qui est encore très présent. Je suis d'accord avec Luc Boileau qui donnait un 7 pour ce paternalisme pour la collaboration avec le patient partenaire. Mais ce qui nous reste à faire, c'est de vaincre cette culture du paternalisme médical qui est nocif non seulement pour le partenariat avec le patient, mais aussi pour la collaboration avec les autres professionnels. Et ça m'apparaît extrêmement important. Le troisième, vous l'avez souligné, Philippe, c'est la rémunération. Dans les 15 dernières années, au Québec, les médecins ont augmenté leur rémunération de 10 % par année. 150 % de plus de rémunération. Actuellement, les médecins gagnent 4 à 5 fois plus que les autres professionnels avec qui ils travaillent. Alors ça, c'est quand même un obstacle important. Deuxièmement, la rémunération à l'acte, qui est un obstacle aussi, parce que l'acte qu'on délègue à un autre professionnel, c'est un manque à gagner. Et ça restreint de façon importante la collaboration. Quatrièmement, le partage de l'information. J'ai été assez estomaqué lors de mes visites en France de constater à quel point le secret médical est encore une valeur sacro-sainte. Et ça, c'est un obstacle important. Si on veut être capable de faire de la collaboration interprofessionnelle, il faut être capable de partager l'information et d'avoir un dossier partageable où chacun des professionnels est libre de pouvoir partager avec les autres ses observations. Et je pense que c'est un élément important. Et finalement, il faut qu'il y ait des structures qui permettent la collaboration interprofessionnelle. Au Québec, on a développé au cours des 20 dernières années ce qu'on appelle des groupes de médecine de famille. Un groupe de médecine de famille, c'est un groupe d'abord de médecins qui sont dans une clinique privée la plupart du temps et à qui on va donner des responsabilités en termes de nombre de patients suivis et en termes d'heures d'ouverture pour les patients. En retour, l'État va financer ces groupes de médecins de famille pour l'informatique, pour les services cléricaux, mais aussi en accordant des professionnels, infirmières, professionnels du service social, psychologues, nutritionnistes, pharmaciens. Donc, on va financer ces cliniques pour qu'ils puissent avoir d'autres professionnels de façon à améliorer l'encadrement des patients, et surtout des patients avec des maladies chroniques. Alors, c'est un modèle qui est intéressant, mais vous avez dans ce modèle des médecins qui sont propriétaires d'une clinique et qui sont rémunérés à l'acte et qui doivent travailler avec d'autres professionnels qui sont des salariés du système public, donc des salariés de l'établissement. Et ça, ce n'est pas le modèle idéal. On avait, au début de la création du régime d'assurance maladie au Québec, des établissements qui s'appelaient des centres locaux de services communautaires, qui étaient des établissements de première ligne. Malheureusement, pour toutes sortes de raisons, ces CLSC n'ont jamais intégré de façon importante les médecins. Alors, les groupes de médecine de famille sont un peu le palliatif à cet échec des CLSC d'intégrer des médecins, mais il va falloir faire du progrès au niveau des collaborations interprofessionnelles. Ça reste un défi extrêmement important. Merci Hébert. Vous avez tous évoqué cette question du paiement à l'acte. Bernard, tu l'as évoqué également. Donc tu peux en dire un mot si tu le souhaites, après ce qui a été dit. Mais est-ce que tu as beaucoup insisté quand on a préparé cette table ronde sur la notion d'autorité et de responsabilité? Et tu m'as dit même une phrase que j'ai notée, alors je ne sais pas si j'ai bien noté, mais un médecin ne délègue pas s'il reste le seul responsable. Donc je pense que tu voulais insister sur ce point, coopération oui, mais... Oui, je vais revenir sur responsabilité et autorité, mais pour reboucler sur ce qui vient d'être dit,
c'est évident que la dimension économique est importante et voilà, je ne reviendrai pas sur le détail. Pour revenir à la sociologie, parce que c'est quand même intéressant, ce qui s'est passé dans les organisations médicales, c'est qu'on est passé d'organisations de type militaire, c'est-à-dire un chef et son équipe. Et la notion d'équipe, en tout cas dans le soin, mais aussi dans la santé en général, c'est-à-dire la prise en charge de ceux qui ont un problème de santé, décliné et a décliné pendant des dizaines d'années d'une hiérarchie de type militaire. Celui qui savait le plus avait l'autorité sur celui qui savait le moins, etc. Et c'est pour ça que décliner la notion de responsabilité et d'autorité, c'est quelque chose qui a animé la sociologie. Il y a beaucoup de sociologues qui travaillent. On a un sociologue en Belgique aujourd'hui, à Liège, qui fait des travaux sur ces métiers et qui définit que nous faisons un métier, comme les juristes ou comme les enseignants, on est trois métiers, à avoir des métiers autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on est détenteur du savoir, on est détenteur de la responsabilité et donc de l'autorité à prendre des décisions. Et tous ceux qui n'ont pas le même niveau de savoir sont dépendants de ceux qui ont ce niveau de savoir. Et ça explique tout ce que l'on vient de vivre aujourd'hui. Évidemment, la société a changé, et pas parce que nous l'avons voulu, elle change toute seule. Et depuis les années 90, effectivement, la pyramide de l'autorité militaire s'est transformée en une espèce de réseau dont tout le monde fait le constat aujourd'hui que c'est totalement ingérable, les réseaux. Donc, qu'est-ce qui est ingérable? C'est aussi toutes ces réflexions sur la coordination, la transformation, la délégation, etc., mais qui s'inclut dans un monde où chaque individu lui-même fait l'expérience de sa propre autonomie, de son propre savoir et de sa propre responsabilité. Donc, ça complique assez le jeu institutionnel qui voudrait qu'à un moment donné, on s'organise définitivement. Et ça, c'est une problématique qu'on a aujourd'hui, pour répondre à ce que disait Philippe de Normandie, et c'est une problématique qu'on a à régler pour demain. Pourquoi? Parce que, effectivement, si je délègue mon autorité à quelqu'un, je lui permets donc de faire, on le retrouve dans toutes les entreprises, même quand on ne fait pas de la santé, quand je délègue, je contrôle. Je ne délègue pas en disant « fais ce que tu as à faire et puis on verra le résultat ». Je demande un résultat et je vérifie qu'on va bien vers le résultat. Ça, c'est important dans la notion de délégation. Si je reviens à des choses très concrètes pour être un peu moins large, moi je suis radiologue et on a une activité qui s'appelle l'échographie en radiologie et qui est une activité extraordinaire, hyper performante, non irradiante, née juste après le rayon X, avant le scanner qui est aussi du rayon X et l'IRM. Et donc, cette échographie, partout dans le monde, quasiment, elle s'est développée avec des techniciens, donc des manipulateurs radio en France, qui font les examens, et des docteurs qui prennent ces images-là pour en interpréter la signification dans un cadre diagnostique, thérapeutique ou de suivi de la thérapeutique. Donc, ça, partout d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. En France, non. En France, ça fait 25 ans à peu près. Berlan, par exemple, à Marseille, mais d'autres, à Tours, etc., pour Selo, ont décidé qu'ils allaient former des manipulateurs radio. Et ce que l'on voit aujourd'hui, le résultat d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces manipulateurs formés à faire de l'échographie, ils sont très peu nombreux, très très peu nombreux, parce que, entre guillemets, on n'en a pas besoin. Ça, c'est un premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que dans les CHU, moi je suis au CHU de Caen aujourd'hui, mais dans beaucoup d'hôpitaux en France, on ne forme plus les jeunes radiologues à faire de l'échographie. Pour la bonne raison qu'on a des radiologues qui font de l'imagerie en coupe, ils font du scanner et de l'IRM essentiellement. Ils font plus de radiologie par projection, c'est-à-dire au rayon X, et ils font plus d'échographie. Donc on ne peut plus les former. Mais les médecins qui savent faire de l'échographie et qui sont des libéraux n'ont pas de mission pour former les internes dans leur cabinet. Alors, selon les territoires, il y a des accords. Mais
on a un vrai problème, c'est que ces accords dépendent des individus, ils dépendent d'accords locaux, et donc du coup, on n'a pas formalisé la formation sur l'échographie. Il y a une question, c'est est-ce que les CHU vont se récupérer l'échographie pour continuer à former à l'échographie, qui est quand même une pratique. Il y a 2 pratiques qui sont massives dans le monde entier. Le premier marché de l'imagerie dans le monde entier, c'est l'imagerie par rayon X de projection, c'est-à-dire la radio, que tout le monde connaît. Et le deuxième marché, quantitativement et qualitativement, c'est l'échographie. Et ce n'est pas du tout l'imagerie en couple. Et ensuite, on a le reste. Je finis juste là-dessus en disant que voilà des paramètres qui expliquent que quand on parle de délégation, on a probablement une vision qui est complètement biaisée de ce que les sociétés d'humains sont en train de fabriquer dans une société du réseau. Et si on ne prend pas en compte l'autonomie des individus, leur intelligence et leur niveau de formation pour recréer de la coopération et de la collaboration, de la coélaboration, alors à ce moment-là, on a devant nous peut-être 10 ou 20 ans encore à se poser ces questions à Nice. C'est agréable d'y revenir. Mais bon, ça va prendre un peu de temps. Merci à vous tous pour cet état des lieux qui me paraît très précis. Tout à l'heure, Luc Boileau a dit qu'il n'y a pas de coopération entre les professionnels s'il n'y a pas une bonne circulation de l'information. Alors je me tourne vers Guéry qui, lui, est un entrepreneur qui sait promouvoir des systèmes d'information performants. Est-ce qu'on n'aurait pas là un manque dans les coopérations telles que vous les pressentez, que vous les voyez? Est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité de réfléchir aussi à la transmission de données entre professionnels? Comment vous voyez les choses? Alors nous, on intervient sur le terrain et en fait, on est un peu la synthèse de tout ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, on utilise dans notre outil, pour la communauté de personnels soignants, on a 400 000 personnels soignants en France, la notion de l'équipe renfort, en jouant sur le mot de... on est dans l'équipe qui va faire du renfort, mais aussi la notion de l'équipe qui renfort en soi. On est contraint et notre système en fait, essaye de faire le grand écart dans ce qui vient d'être dit, à la fois en termes de rémunération, à la fois en termes des nouvelles générations qui veulent de la flexibilité et qui veulent pouvoir intervenir quand elles veulent à n'importe quel moment. Et donc, aujourd'hui, on répond à une problématique qui est très claire, c'est le remplacement non planifié. Partout, dans tous les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD, et c'est extrêmement compliqué à faire. Et parce qu'il faut prendre tous ces contextes personnels, le contexte organisationnel, le contexte aussi de la charge en soins au moment où ça arrive. Et bon, ça a mis 5 ans on a mis plus de 5 ans pour y arriver. On a fait des collaborations avec des institutions, on a commencé avec le CHU de Montpellier au départ, le CHU de Nice, voilà, on a fait beaucoup d'innovations de terrain. Et aujourd'hui, on est sur un système qui fonctionne à peu près très bien, même si évidemment il y a une problématique de ressources. Mais on tend à améliorer en fait ce qui n'est pas planifié sur ces notions de compétences. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on essaye de continuer d'innover en se disant, là, il y a une problématique de rémunération. Alors, c'est pas nous, en tant qu'entrepreneurs qui allons changer les choses, mais par contre, on va essayer d'accompagner pour se dire, est-ce que le partage des rémunérations ou de la méthode pourrait pas être faite parmi différents acteurs qui pourraient intervenir dans le cadre d'une mission d'équipe où il manquerait un maillon de la chaîne à ce moment-là. Merci Guéry. Hébert, que vous inspire cette vision d'un entrepreneur? Est-ce que vous partagez aussi la notion, l'idée de Luc qu'il n'y a pas de bonne coopération entre les professionnels, s'il n'y a pas une bonne organisation de l'information, de la circulation de l'information entre les professionnels? C'est absolument fondamental, comme je le disais tout à l'heure. Et cette diffusion de l'information, bien sûr, elle est appuyée par l'informatique, mais elle doit à la base être une volonté de chacun des professionnels de partager l'information et de ne pas retenir l'information. Il ne faut pas que le médecin soit là pour dire « donnez-moi l'information que vous avez, mais moi, je ne partage pas la mienne ». Alors, il faut absolument être capable de faire en sorte que l'information voyage dans les deux sens. Et ça, c'est fondamental. Et l'informatique va venir appuyer ceci en donnant des moyens beaucoup plus efficaces de pouvoir faire ce partage. Lorsqu'on a développé un modèle d'intégration des services qui s'appelle Prisma, puis qui a donné naissance au Maya ici en France, l'élément important était le dossier clinique informatisé partageable.
par tous les intervenants pour être capable d'avoir en temps réel un partage d'informations de façon à ne pas dupliquer la cueillette d'informations et pour être capable également d'avoir une action coordonnée et intégrée de tous les acteurs pour améliorer les soins et services aux personnes âgées en perte d'autonomie. Et ça a été, dans les 6 éléments de Prisma, le dossier clinique informatique partageable a été un élément déterminant. On a vu tout de suite, lorsque ça a été implanté, on a vu tout de suite une amélioration importante du degré d'intégration entre les structures et entre les intervenants. Merci Hébert. Donc on a vu dans une première partie, on a vu un état des lieux brossé par vous 4, on a vu les points de progrès, notamment en matière de système d'information. Dans le temps qui nous reste, et pour laisser un peu de temps à des questions éventuelles, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table sur les éléments clés qui vous paraîtraient de nature à améliorer. Alors des réponses assez brèves pour qu'on échange plus, mais quels seraient les facteurs clés de succès qui permettraient d'améliorer véritablement les choses? Je me tourne vers Philippe. Est-ce qu'il y a une imagination nouvelle à initier pour transformer ces protocoles que tu décrivais? Les 51 protocoles, là, ils pêchent par cette notion de cadre extrêmement contraignant, tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses? Il y a des choses simples et des choses compliquées. Enfin, tu parles des 51, la grande majorité des équipes soignantes, même dans le domaine de compétences, ne savent pas qu'il existe les protocoles et donc n'utilisent pas le protocole du voisin. Donc déjà, s'il y a un truc de base, je ferai paysan et je ferai en sorte que déjà tout ce qui existe, qui marche dans certains endroits, comment je fais le connaître pour donner des idées à d'autres. Parce qu'il n'y a pas que des gens qui sont pas qui nous bloquent au niveau du ministère. Je pense au président du comité là, de coopération. C'est un collègue absolument adorable qui se donne du mal. Mais on ne sait pas. Donc déjà, première chose, si on veut avancer, faisons connaître le décret qui est le décret de février de l'année dernière qui a donné beaucoup plus de souplesse. Donc c'est le premier élément. Ça me paraît déjà indispensable parce que ça donnera des idées aux autres. Je crois que le deuxième point qu'on a évoqué, moi je pense qu'on a un vrai sujet de la réflexion sur la façon avec laquelle on finance la notion d'une équipe. C'est-à-dire que finalement, c'est tout le problème, financement à l'acte ou financement à un projet de soins. Parce que si on est dans une logique de... Enfin, je pense qu'on partage cette idée. Si on est dans le financement d'un projet de soins, on va réfléchir différemment la répartition. Et puis le troisième sujet, qui est un sujet qui est pas clair, c'est ce problème de la responsabilité. Parce qu'effectivement, on est... alors à l'hôpital, dans les structures, on a des RCP, finalement, c'est plutôt collectif qu'individuel. Dès qu'on est dans d'autres systèmes, ça devient des responsabilités qui sont ces responsabilités individuelles. Et enfin, je pense que j'insisterai parce qu'on est toujours dans un truc de délégation. Et on parle toujours du médecin, machin. Mais moi, j'aimerais qu'on inverse un peu le système. Je voudrais parler d'une délégation horizontale. L'aide-soignant, il a plein de choses à apprendre au docteur aussi. Et donc arrêtons, enfin je trouve qu'on est dans un système qui est pervers parce qu'il maintient ce système vertical, etc. Non, moi je vais vous donner un exemple parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça me file les poils. J'ai découvert, non mais j'ai travaillé dans le groupe El Khomri, je m'intéresse, et mon handicap. Un docteur, il trouve normal de passer son temps à faire des ruptures de tâches à des soignants parce que je fais le docteur, je fais la visite, tout le monde va arrêter de faire sa consultation. Combien, quand on fait de docteur, quand il fait la visite, il demande à l'aide-soignante que la personne s'exprime. Or, on sait que c'est le patient, il raconte beaucoup plus de choses à l'aide-soignant ou à l'auxiliaire de vie ou à l'aidant ou au brancardier qu'au docteur. Donc, j'aurais un vœu en même temps, c'est comment on inverse ou comment on transversalise la délégation de tâches. Ça doit être réciproque. Si c'est à sens unique, c'est un système qui n'est pas valorisant pour tout le monde. Il faut que ce soit valorisant pour tout le monde. Merci, merci Philippe. Je vois que les applaudissements, on partage ton enthousiasme et ta volonté, mais effectivement, aujourd'hui, sur 51 protocoles, il y en a 50 qui sont des délégants docteurs vers des infirmiers. Guéric, quand on a préparé cet entretien, vous avez dit, moi, je ne raisonne pas docteur, je ne raisonne pas soignant, je ne raisonne pas infirmière, je ne raisonne pas cadre soignant, je raisonne équipe, et j'ai bâti un système d'information sur cette notion de promotion des équipes au sein d'un établissement, parce que vous vous rendez compte que quand vous travaillez un problème d'intérim dans une équipe d'anapath, au final, il faut que l'examen soit fait le plus vite possible pour le bénéfice du patient. Et donc, peu importe les acteurs, c'est l'équipe qui vous importe. Oui, tout à fait. On a plusieurs exemples en l'état et ça a été dit plein de fois. C'est que quand vous cassez un maillon de la chaîne,
Si on reprend l'exemple des anapathes, il y a un manip radio aujourd'hui, donc on a vu le sujet. L'anapath, le chir, à la fin, et le patient qui est soigné. C'est sûr que si vous n'avez pas le manip radio, et on voit bien qu'il y a des tensions au niveau de cette population-là, ou en tout cas qu'on n'arrive pas à les faire intervenir rapidement, l'analyse n'est pas faite, et à la fin, la chirurgie est faite plus tardivement, et donc ça a un impact sur le patient. Donc l'objectif, c'est d'être le plus rapide, en fait, d'un point de vue informatique, déjà, sur ces analyses-là, et et convaincre le maximum de personnel. Et donc pour revenir sur un peu les souhaits, nous on est très terrain. C'est-à-dire qu'on entend ce qui se passe dans les ministères, dans les ARS, on travaille parfois avec eux, mais on répond à des problématiques terrain. Et c'est notre but systématique. Et aujourd'hui, chez Blue, on est 90. Et d'ailleurs, je suis accompagné par Maxime ici, qui est en charge d'améliorer à chaque fois notre produit, de remonter et redescendre la chaîne de valeur sur des problématiques de terrain. Parce qu'on est, on est sur ce côté humain, en fait. Et tout ce qui est dit, évidemment, on le voit hein, sur les médecins, c'est une caste hein, et une button-up. Mais par contre, lorsqu'il manque une e-bod en chir, c'est tout le système qui s'arrête. Et donc là, c'est les actes en moins, vous connaissez aussi bien que moi les conséquences. Le but, c'est d'améliorer tout ça, du terrain, et donc on essaie d'y contribuer. Et vous y contribuez, je pense. Alors, mille pardons, j'ai inversé votre prénom. C'est la première fois qu'on se rencontre avec Régent. C'est pas un prénom très courant. Et voilà, et avec Régent. Et donc, pardon, je t'ai appelé mais on ne se connaissait pas. Donc, bon, Régent, comment tu réagis à ces deux interventions? Au fond, ce qui serait bien, c'est de passer de la verticalité à l'horizontalité, si je résume. Et c'est un peu ce que tu as essayé de faire au Québec. Tout à fait, parce que lorsqu'on est dans une logique militaire, comme vous le disiez, Bernard, on est dans une logique mécanique, hiérarchique, traditionnelle, dans la pure tradition du taylorisme, là, où il y a un dirigeant et des exécutants. Lorsqu'on aborde des problèmes de santé souvent très complexes, et la COVID est un excellent exemple de ça, cette approche-là ne fonctionne pas. Il faut aller vers une approche plus organique, où on a des groupes de professionnels qui travaillent ensemble au service du patient. Et ça nécessite un changement de culture extrêmement important. La réforme de 2015 qu'on a vécue au Québec et qui a créé ces établissements monstrueux là, qui ont de multiples missions et tentacules, c'est une approche qui était vraiment très hiérarchique. Et elle n'a pas fonctionné pour la COVID parce qu'on est face à un problème complexe. Et face à un problème complexe, on n'a pas de consensus sur ce qu'il faut faire et on n'a pas de données probantes sur la meilleure façon de le faire. Et donc, en absence de ces deux éléments importants, il faut être capable de développer de nouveaux consensus et d'essayer de développer des données probantes à partir des sources d'informations qu'on a. Et ça nécessite une approche organique, une approche où les équipes fonctionnent et essaient d'avoir des innovations, essaient de tester ces innovations et de communiquer aux autres cellules organiques les résultats de leurs innovations. Et c'est comme ça qu'on arrive à traverser une crise comme la COVID, mais c'est comme ça qu'on arrive à traiter du vrai monde, pas des pathologies, mais des vrais patients qui ont la mauvaise habitude de ne pas être comme ce qu'on retrouve dans les livres. Hein? Et donc, le vrai patient, lui, il n'a pas lu le textbook. Il a donc un contexte qui est extrêmement important. Et c'est cette approche organique-là qu'il faut retrouver. Une approche organique où ce n'est pas le médecin qui est dirigeant, où ce n'est pas le PDG, je m'excuse, Luc, qui est le dirigeant, mais où le PDG est l'animateur de cellules organiques de professionnels. Merci, vous êtes tous les trois convergents. On voit bien cette notion de promotion de l'esprit d'équipe, on voit bien cette notion de s'appuyer sur cette nécessité de s'appuyer sur des systèmes d'information. Alors, je voudrais quand même me tourner vers Bernard, parce qu'il y a quand même l'esprit d'équipe à promouvoir, on voit bien, les systèmes d'information à promouvoir, on voit bien. Pour autant, il y a quand même des outils de coopération inter-établissements qui ont été promus, les GHT en particulier, les CPTS, le directeur de l'ARS en a parlé tout à l'heure. Alors, je me tourne vers le docteur que tu es et je me dis, au fond, les coopérations interprofessionnelles, les coopérations ne vont-elles pas être rendues d'autant plus nécessaires que les coopérations inter-établissements, les coopérations ville-hôpital, les coopérations médecins de ville, médecins et médico-sociales sont induites par ces structures qui se mettent en place? Est-ce qu'il ne va pas y avoir
en plus de l'espace de santé personnelle? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une conjonction d'éléments qui vont finalement transformer les coopérations telles qu'on constate leurs limites aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas des facteurs encourageants? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on n'est pas sur la voie du progrès finalement? Oui, alors moi, je suis par nature un optimiste, donc j'ai énormément de mal à pas imaginer qu'il peut y avoir des solutions. Ça, c'est un premier point. Alors, quand on travaille dans un GHT, évidemment qu'on s'intéresse aux solutions, parce qu'on voit bien que le GHT, en soi, ne procure pas que des solutions. Je vous laisse imaginer quand on discute ensemble sur tel ou tel sujet. Ce qui est certain, moi, ça fait maintenant 4 ans que je fais la promotion des territoires intelligents en expliquant que la santé, c'est probablement le fil rouge des territoires intelligents. Alors, depuis 2 ans, j'ai un tout petit peu moins de difficultés à en parler, parce que le ou la Covid vient de nous aider de façon extraordinaire. Donc, je ne reprends pas tout ce qui a été dit à propos de l'organisation des territoires et du fait même que la proximité des acteurs, là où sont les patients, où sont les citoyens, usagers, patients, etc. Enfin, ils payent des impôts aussi et ils votent. Donc, là où sont ces personnes, alors on a des enjeux de santé. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les acteurs de la santé ne sont pas les seuls aujourd'hui à s'occuper de la santé. Mais ça fait longtemps qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a les politiques qui s'occupent de la santé. Il y a des politiques qui ont des missions de santé. Les conseils qui étaient généraux et qui sont départementaux aujourd'hui s'occupent beaucoup de santé à travers un certain nombre de... On a aussi les agents économiques sur un territoire qui s'occupent de la santé. Quand on s'intéresse à l'urbanisme d'un territoire, quand on s'intéresse au transport, quand on s'intéresse à l'agriculture, à produire local, à diminuer le niveau de la distance entre ceux qui produisent, ceux qui mangent, etc. Partout, on s'occupe de santé. Et on s'occupe de santé au sens où on s'occupe de la prévention vers la fin de vie, en quelque sorte, en passant par toutes les étapes. Et ça, c'est intéressant parce que c'est aussi couvert, et on a parlé des associations de patients. Moi, je suis très attentif à ce que vont devenir les associations de patients, parce qu'effectivement, je vois là une opportunité pour qu'elles prennent un vrai rôle. L'intérêt de ça, c'est qu'on a des associations aujourd'hui qui sont sociales, qui sont quelquefois très puissantes, qui ne sont pas forcément des associations de patients, et qui accompagnent ces citoyens dans les différentes difficultés qu'ils ont. Je vous donne un exemple quand même intéressant, parce que je viens de passer 4 ans à Valenciennes, et à Valenciennes, sur le territoire, c'est 800 000 habitants, il y a 3300 personnes qui meurent prématurément, donc c'est un terme de santé publique, sur ce territoire tous les ans. Ils meurent prématurément. Alors ils meurent pourquoi? De cancer, de maladies cardiovasculaires, etc. 3300 personnes, c'est autant que sur la route pour 67 millions d'habitants tous les ans, et ça fait des années que ça dure. Alors, il y a une vraie question autour de ça, c'est comment on fait pour récupérer... Alors, juste, la mort prématurée, c'est entre 50 et 65 ans. Ce n'est pas les vieux qui meurent. C'est aussi des gens qui sont normalement au travail, normalement actifs dans la société et qui accompagnent leurs propres enfants dans la société. Donc, toutes ces questions-là sont en mouvement. Le Covid vient de mettre le doigt sur le fait qu'effectivement, sur le territoire et sur certaines unités du territoire, quand on n'a pas le vaccinodrome, quand on n'a pas le pharmacien, quand on n'a pas, etc., alors on est en difficulté et on ne peut pas mener la politique de santé que l'on souhaite santé. Il n'y a pas toujours des pandémies, mais on peut dire que peut-être des épidémies d'obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancer, etc., on les a depuis longtemps. Donc, l'idée, ce serait, enfin, celle que moi je poursuis en parlant de territoire intelligent, c'est que la capacité qu'on a d'apporter des solutions d'organisation, d'abord, de support par le numérique, ensuite, parce que le numérique va apporter ça, et le numérique avec de l'intelligence artificielle pour traiter des flux, des parcours patients, mais aussi peut-être demain des populations et de ce qu'on espère être la médecine prédictive et personnalisée. Si la santé et les budgets destinés à la santé permettent de promouvoir ce numérique, alors on pourra partager avec
les projets de Smart City, par exemple, qui sont dans la loi NOTRe, destinés aux politiques. On pourra partager avec d'autres initiatives. Et dernière chose, je pense que les cadres réglementaires sont intéressants. Il y a beaucoup d'intelligence et il y a des gens très passionnés qui mènent ces cadres avec passion et souvent beaucoup d'énergie pour des résultats qu'ils doivent juger eux-mêmes insuffisants. Néanmoins, moi je crois beaucoup et je crois de plus en plus, quand je parle de territoire intelligent, à l'initiative réelle, au fait que sur les territoires, ce qui est réalisé doit être tenir compte de la réglementation et en même temps pousser un peu les murs, dépasser un peu les frontières et transgresser un peu les règles. Un peu comme le dit Philippe de Normandie, qui, je l'ai compris, est devenu révolutionnaire. C'est une bonne nouvelle. Merci Bernard. C'était un débat très chaud. Merci à vous tous. Merci aux participants. À très bientôt.